Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Politiquement Incorrect, une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Eddy Marajo. Bonjour Eddy. Bonjour Mike. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors notre invité d'aujourd'hui déchaîne les passions encore plus depuis ces dernières semaines. Pour les uns, singulièrement depuis ces dernières semaines, il est un homme extrêmement courageux. Pour les autres, il est, je cite, un sacré ingrat et voire un traître. De tous ces sujets et de bien d'autres, nous allons discuter avec notre invité du jour, le député du Sud, et désormais coprésident du nouveau mouvement politique PIA, M. Jean-Philippe Nilor. Merci M. Nilor d'avoir accepté. Je serais tenté de dire enfin, vous voyez, je vous taquine d'emblée, enfin notre invitation. On vous a quand même couru après pour cette émission. Peut-être. Vous n'êtes pas sûr. Non, je ne sais pas si vous m'avez couru après. Tant que ça, en tout cas, moi, je préfère choisir les moments de communication et c'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui avec vous. Je vous salue, Mike, et je salue Eddy Marajo également, ainsi que tous les téléspectateurs de Zouk TV. Est-ce que vous voulez nous dire par là, avant que je cède la parole à Eddy, que vous souhaitiez communiquer avant le lancement très officiel et public de votre nouveau mouvement politique? Non, j'ai dit simplement que je choisis le moment. Les moments c'est bien où ce que j'ai compris. Je ne suis pas de ceux qui communiquent tous azimuts, qui partent dans tous les sens, parce que je pense que parfois trop de communication peut tuer la communication, peut nuire à la qualité du message que l'on veut faire passer. Donc, je prends le temps, comme pour beaucoup de choses, de réfléchir à quel moment intervenir. Et voilà, je suis un peu comme ça. Je ne vais pas changer de sitôt, même si j'essaye de satisfaire à toutes les demandes. Je n'ai aucune difficulté et aucun problème avec les médias d'une manière générale. Alors, la naissance et le lancement de ce nouveau mouvement, il faut dire mouvement ou parti en fait? On peut dire mouvement. On peut dire mouvement. Oui. Pourquoi? C'est plus dynamique? C'est plus parti, dynamique. C'est un peu plus figé. Oui, parti, ça fait partisan. Et nous avons la prétention de proposer une alternative, mais qui répond à une dynamique martiniquaise du pays Martinique. Donc, je me sens plus proche du terme mouvement que du terme parti, parce qu'il ne s'agit pas de scinder, de diviser et de réunir des aficionados, mais bien d'inscrire un mouvement de réflexion et d'action pour la Martinique qui est fondé sur l'ouverture. Alors ce nouveau mouvement, évidemment, n'est pas passé inaperçu, ça aurait été bien dommage pour vous, et il a suscité déjà, et il continue de susciter beaucoup de réactions, parmi lesquelles je suis sûr une première interrogation d'Eddy Marajo. Pourquoi vous déchaînez autant de passion alors que les gens qui créent des mouvements, il y en a eu des dizaines, voire des centaines. Qu'est-ce qui motive vos détracteurs et parallèlement tous vos fans? Il faudrait interroger à la fois les détracteurs et les fans. Ça ferait beaucoup de monde à interroger. Qu'est-ce qui vous est remonté? Non, les gens ressentent bien que ce mouvement-là n'est pas un mouvement de plus, mais bien un mouvement politique qui propose une alternative à la Martinique. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Lorsqu'on analyse objectivement la situation du pays au plan économique, au plan social, au plan culturel, au plan environnemental, on se rend bien compte qu'il y a deux voies possibles. Soit on démissionne, soit on laisse faire, on laisse quelque part disparaître le pays Martinique et le peuple martiniquais, lentement, mais la voie est bien engagée aujourd'hui, ou bien on réfléchit, on se remet en cause. On remet en cause une certaine manière de faire de la politique dans les partis politiques classiques, et puis on propose quelque chose. Donc vous opposez deux voies. Celle que vous avez choisie, apparemment, c'est la deuxième, celle de l'alternative. Vous dites on est déjà bien engagé dans la première. Est-ce que la CTM, dont vous faites partie, vous êtes même le patron, semble-t-il, de la majorité, est-ce que la CTM est déjà bien engagée dans la première, c'est-à-dire vers l'échec? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, chacun, à tour de rôle, autour des alternances politiques,
sur la base d'un certain nombre de choix et d'options qui datent quelque part du siècle passé, fait de son mieux. Je ne peux pas remettre en cause la bonne volonté de tout le monde, comme ça. Ce serait trop facile. Chacun fait de son mieux. Mais on sent que nous n'avons pas l'arsenal conceptuel et la posture, ni la pratique, ni les outils pour pouvoir répondre de manière efficiente aux problématiques qui affectent aujourd'hui notre pays. On a bien compris que, et vous semblez le dire assez clairement là, ce matin, vous voulez quitter cette voie, j'allais dire faire marche arrière, revenir au rond-point et partir sur une autre voie. Mais ça veut dire... C'est pas faire marche arrière. Non mais bon, en tout cas, si on est bien engagé dans une route... avancer en adoptant une autre voie. Donc vous allez mettre votre clignotant et puis tourner de l'autre côté. Bien sûr, nous avons bien préparé la passerelle. Justement, c'est ça que les observateurs, ou la plupart des observateurs politiques sérieux, je dirais, se posent comme question. C'est comment vous allez pouvoir, en étant dans un bus, mettre votre clignotant et puis quitter le bus ou orienter le bus vers une autre sortie. Comment vous allez faire ça? Ça va être délicat, non? Ben, c'est déjà en train de se faire. Je veux dire, ce qui s'est passé dimanche... Non, le bus en question, pour moi, c'est la CTM. Si vous considérez que la CTM, c'est un bus, oui. Après, il y a plusieurs... C'est une image. C'est une image qui forcément... Vous allez descendre du bus? Forcément enferme, mais je suis descendu et je propose autre chose, avec d'autres. Mais quelque part, ce choix-là a été bien réfléchi, bien préparé. Ça fait un moment que nous travaillons à l'émergence d'un nouveau projet pour la Martinique, un projet plus porteur, fait, construit, élaboré par des experts martiniquais, par des gens de la société civile, du monde associatif, du monde économique, du monde culturel, du monde éducationnel. La Martinique compte beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences. Mais Jean-Philippe Nilor... La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, toute cette élite potentielle-là est en train de se liquéfier dans des combats d'ego où chacun veut être persuadé qu'il détient la vérité absolue. Mais Jean-Philippe Nilor, pour reprendre l'image du bus, vous n'êtes pas descendu totalement de ce bus. C'est-à-dire que vous avez été élu, effectivement, en 2015, mais là, vous avez à la fois quitté le MIM, vous avez créé un autre mouvement, et d'y le rappeler, vous êtes toujours, à ce que je sache en tout cas, chef de file, c'est comme ça que ça s'appelle, chef de file de la majorité à la CTM. Vous parlez vous-même à l'instant, vous l'avez répété, d'alternative. Si vous parlez d'alternative, c'est aussi d'alternative à ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui dans la Martinique. Donc est-ce que d'un point de vue moral, avec ou sans guillemets, ou éthique, vous n'êtes pas tenu, alors je ne sais pas si on dit démissionner, mais en tout cas de quitter vos fonctions au sein, en tant que chef de file de cette majorité? Je n'ai aucun problème du point de vue moral ou du point de vue éthique. Oui. J'ai été élu par le peuple martiniquais sur une liste, dans un premier temps qui s'appelait le Grand Assemblée, et au deuxième tour, une liste qui s'appelait le Grand Assemblée pour Bas-Péa en chance, sur la base d'un projet martiniquais. Et à partir du moment où je ne suis pas en désaccord frontal avec le projet que nous avons porté, que nous avons présenté au peuple martiniquais, je n'ai aucune difficulté à rester, travailler au sein de la CTM pour qu'on se rapproche au maximum de cette vision que nous avions à l'époque proposée au peuple martiniquais et qu'on puisse y introduire des éléments d'innovation, des changements de posture, des remises en cause, qu'on puisse y introduire une nouvelle pratique plus démocratique dans l'exercice du pouvoir. Donc je suis parfaitement en phase avec ce que je préconise. Pas tout à fait, si je puis me permettre, avant de laisser la parole à Eddy. Est-ce que, je sais que vous êtes amateur de sport collectif, notamment de tous les sports. Football. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir joué collectif lorsque, je crois que c'était en novembre ou en décembre dernier, en plénière justement de la CTM, vous avez fait une intervention qui a fait le buzz, comme on dit, en critiquant
un document absolument stratégique dans l'exercice du pouvoir de l'exécutif, qui est le document des orientations budgétaires, porté par l'exécutif, donc par qui vous savez. En disant que c'était un document, et vous assumez, vous venez de le dire, en disant que c'était un document, je vous cite de mémoire, sans âme, fade, sans innovation, jusque-là, je ne dis pas de bêtises. Oui. Quand vous portez des critiques à la fois aussi frontales, aussi publiques, en plénière, vous estimez que vous êtes là, et vous le dites à l'instant, bien évidemment, vous êtes toujours en phase avec le collectif. Mais bien évidemment, je suis dans mon rôle de lanceur d'alerte quelque part. Ça, c'est des propos qu'on entend sur les bancs de l'opposition, ça. Mais ce sont les propos qu'on doit entendre sur les bancs de ceux qui assument leurs propos, tout simplement. Vous n'auriez pas dû garder ça pour j'allais dire, entre quatre murs, comme on dit. Vous avez dit ça publiquement, médiatiquement, parce que les plénières sont diffusées sur les ondes, notamment, sur YouTube. Je l'ai dit, je l'assume, parce que le document en question, il montrait bien le désarroi des réponses qui sont actuellement proposées par rapport à l'ampleur des difficultés qui nous assaillent. Alors, il y a deux options. Soit on est dans la subordination totale, et quel que soit le document présenté par l'exécutif, on fait courbette et on dit qu'il est bon, même si on considère qu'il n'est pas bon. Ça ne correspond pas à ma manière de fonctionner. Soit on dit ce que l'on pense réellement. On étale son désaccord publiquement. Mais on étale son désaccord sur un document, en espérant qu'il y ait un sursaut, en espérant que ce type d'intervention-là puisse provoquer une remise en question des uns et des autres pour qu'on aille vers un meilleur fonctionnement, donc vers de meilleurs résultats pour la Martinique. Je veux dire, aujourd'hui, le problème de la Martinique, c'est la dépendance. Oui, la dépendance, elle s'exprime de manière multiforme. Oui. Mais il y a aussi une dépendance au pouvoir politique, une dépendance électorale à des élus de poids qui ont tendance à imposer aux autres leur manière de voir. Vous parlez de la majorité de la société? Je parle au niveau de toutes les instances. Aujourd'hui, entre l'exécutif, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas d'accord, et ça ne va pas dans le sens de l'efficacité ça s'est vu et ça s'est entendu. Des relations qui existent, par exemple, entre l'exécutif, le conseil exécutif et l'Assemblée. Nous avons été élus sur une même liste. Et je ne crois pas que du jour au lendemain, au gré des choix qui ont été faits, l'exécutif a été nommé, désigné, élu par l'Assemblée, que les 9 membres du conseil exécutif soient devenus des omniscients du jour au lendemain, et les membres de l'Assemblée qui faisaient partie de la même équipe soient devenus des faire-valoir, tout simplement, pour valider une caisse de résonance, pour valider des actions, des options décisions dont nous n'avons pas l'occasion, l'opportunité, les espaces salutaire de discussion. À ce jour. Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça, et je ne peux pas me satisfaire. Je veux dire, quelle que soit l'admiration, quelle que soit la reconnaissance qu'on peut avoir pour les hommes, l'intérêt supérieur de la Martinique passe avant tout. On va dire que la vraie différence entre ce moment où vous avez tiré à boulet rouge sur ce document, c'est notre vision. J'ai dit ce que je pensais. Par exemple, j'ai pris un certain nombre d'exemples au niveau de la politique sportive, au niveau de la politique en faveur des associations qui sont en train de mourir là, avec des bénévoles découragés. Les réponses qui étaient apportées n'étaient pas à la hauteur d'une ambition qu'on l'on doit de nourrir pour la Martinique. Très bien. Alors j'éviterai de faire des commentaires et de qualifier vos critiques. Non, mais je profite pour le dire. Je ne l'attaque pas à boulet rouge. Je dis simplement ce que je pense, mais qui est issu d'un travail de réflexion profonde et qui n'est pas seulement ce que je pense. C'est quelque part le relais du terrain. De la même manière, l'affirmation d'une personnalité différente, d'une innovation, d'un changement de méthode, d'une rupture dans les pratiques archaïques, d'une certaine manière de faire la politique que nous affirmons dans PIA, n'est pas une volonté de tuer les autres partis politiques. Il faut un moment qu'on sorte de la caricature. On l'a compris, mais bon, vous savez que la caricature aide à la compréhension. Alors, je vais pas aller parfois, elle aide à la confusion. Tout à fait, mais on va sortir de la confusion. La seule différence entre ce moment-là et aujourd'hui, c'est que vous avez créé un mouvement politique. Donc, quand vous allez vous exprimer désormais à l'Assemblée, vous serez le chef le patron d'un nouveau, le co-patron d'un nouveau mouvement politique. Mais allons faire un peu d'arithmétique. Il semblerait que
l'opposition soit au nombre de 18 conseillers et que vous, si on compte photographiquement, alors on ne sait pas s'ils font effectivement partie de votre mouvement ou pas, mais photographiquement, les conseillers territoriaux qui sont autour de vous, il y en a 8. Donc moi, je me dis 18 plus 8, ça fait 26. En clair, la majorité non... Vous avez compté 8, moi je... Il n'y en a pas 8. Je ne veux pas rentrer dans une bataille de chiffres, mais il y en a plus que ça. Il y en a peut-être plus. Oula. Peut-être, comment ça peut être justement. Comment ça peut-être Je voulais dire non, quand même, vous le savez. Vous apportez de l'eau à mon moulin. Ça veut dire en clair que l'ex-majorité hors votre mouvement n'est plus qu'une minorité dans l'Assemblée. Puisque si on enlève votre mouvement, vous nous dites plutôt, je fais encore partie de la majorité. Mais si on le met à côté... Ben pourquoi vous voulez le mettre à côté? Je vais vous dire pourquoi on peut le mettre à côté. Si vous êtes radicalement opposé à une décision du Conseil exécutif, que le Conseil exécutif demande à l'Assemblée de voter, si vous êtes radicalement opposé, vous choisirez quelle option? L'option du vote contre, qui montrera très clairement votre opposition, ou de l'abstention. Parce que si vous votez contre et que l'opposition vote contre, le texte en question va subir un camouflet sévère. Ça veut dire que le Conseil exécutif aura été... sa proposition aura été rejetée par l'Assemblée, ce qui a des conséquences politiques majeures. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous faites ou non partie... Première question, je fais comme Mike. Double question en une. Est-ce que vous faites encore partie de cette espèce d'alliance qui préside aux destinées de la CTM? Et si jamais vous êtes contre un projet, est-ce que vous allez voter contre avec, semble-t-il, une part importante de conseillers territoriaux? Je suis toujours, jusqu'à nouvel ordre, j'espère que ce nouvel ordre ne va pas intervenir très vite, dans la majorité de la collectivité territoriale de Martinique, de l'Assemblée. Est-ce que vous remettez... Excusez-moi, il y a une petite précision, c'est-à-dire, comme vous venez de le dire très clairement, vous considérez que vous faites partie de la majorité. Est-ce que vous remettez ou pas en jeu votre mandat de chef de file de cette majorité? Mais ce sont les élus de la majorité qui désignent le chef de file de la majorité. Et à quel moment si une majorité d'élus de cette majorité souhaite changer de chef de file, ça ne me pose aucun problème, aucune difficulté. Il y aura certainement un vote et je m'inclinerai devant les résultats. Est-ce que vous êtes candidat à la conservation de ce poste? Là, vous posez une troisième question. Non, mais il y en aura d'autres. Alors, je n'ai fait qu'ébaucher la réponse à la première. Je considère qu'on est toujours dans la première. Allons vider l'abcès, puisque les questions nous arrivent, vous savez. Les gens nous disent, bon, comment Jean-Philippe Nidor peut être à la fois dedans et dehors? Mais non, c'est pas dedans et dehors. Je vous relate ce que... Je vous explique que par rapport au projet que nous avons porté, je suis dedans. D'accord. Mais... Peut-être que d'autres se sont écartés de ce projet-là. Et pourquoi ce ne serait pas eux qui seraient dehors? En quoi le positionnement dans la majorité ou pas s'analyse exclusivement par rapport aux relations qu'on peut avoir avec le président du Conseil exécutif? Non, mais c'est une vraie question que je pose. Vous faites preuve d'une fausse naïveté, parce que vous êtes quand même co-président d'un mouvement dont l'autre président a tenu des propos extrêmement sévères, non pas sur la personne, mais sur les choix politiques du président du Conseil exécutif, et on ne va pas vous les rappeler. Et sur sa manière d'exercer le pouvoir. Peut-être bien que c'est déjà un signal que vous lui envoyez. Je n'ai pas besoin que Marcelin Nadeau, puisque vous le nommez sans le nommer, ose exprimer des critiques. Moi, j'exprime ces critiques depuis un moment. Donc, c'est pas Marcelin Nadeau qui va m'amener à critiquer des pratiques ou des orientations qui ne sont pas optimales. En clair, la question, ça va être quand même sport, non? La prochaine plénière, ça va être super sport dans les couloirs. Je n'en suis pas sûr. Moi, je suis désespérément optimiste. C'est-à-dire que je crois en l'intelligence de l'homme. Et tout est une question aussi de rapport de force. On comprend votre désespoir, parce que vous aviez émis l'hypothèse que Alfred Marie-Jeanne puisse enfin considérer que
Dans la vie politique, il y a des moments où il faut rendre son tablier. C'est pas l'expression que vous aviez employée. Non, jamais. C'était l'idée qu'il y a un changement générationnel, etc. Et que vous puissiez vous rapprocher, etc. Finalement, vous avez quitté le mime. Hein. Mais peut-être qu'il faut passer par d'autres moyens, d'autres voies, d'autres choix pour pouvoir se faire entendre. Et je crois que faut pas désespérer, faut pas voir des perspectives négatives. Moi, je crois que dans cette clarification qui a été faite, ça va améliorer les relations. Ça pourrait améliorer. Je ne suis pas de fait. Vous savez que tout le monde se roule par terre là. Quand vous dites ça pourrait améliorer les relations avec Alfred Marie-Jeanne. Je veux dire, il faut être cohérent. Ça ne peut pas être pire que ce que ça a été. Oui, d'accord, ok. Là, on comprend mieux. Et je veux dire, le président du MIM m'a appelé plusieurs fois à partir. Oui. À créer mon mouvement, ne serait-ce que pour regagner son estime. C'est pas une obsession pour moi de regagner son estime, mais quelque part, s'il est cohérent, il doit admettre que voilà, les choses ont été faites, les choses sont beaucoup plus claires aujourd'hui, et ça ne nous empêche pas de travailler pour la Martinique, comme je peux travailler avec tous les autres. Alors ma deuxième question, c'est en cas de conflit majeur sur des orientations politiques sérieuses, est-ce que vous iriez jusqu'à voter contre une proposition? Mais ça m'est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé. Premièrement, entre le rejet en bloc d'une proposition du Conseil exécutif et la possibilité de l'amender, qui reste une prérogative de l'Assemblée, tout à fait, et le vote de validation d'un document qu'on ne partage pas réellement, mais il y a toute cette marge-là. Par exemple, les orientations budgétaires, le budget, etc. Et au niveau de l'Assemblée, au niveau de n'importe quelle proposition de texte proposée par le Conseil exécutif, c'est l'Assemblée qui délibère. C'est l'Assemblée qui modifie. Vous dites on a déjà voté contre. D'accord. Mais par exemple, c'était avant. Mais maintenant vous êtes majoritaire. Je vais vous prendre un problème qui était un problème majeur, une question qui a traversé quelque part l'actualité de la Martinique à un moment et qui devrait continuer de le faire. C'est sur la question d'Albioma. Moi, je n'étais pas en phase avec les positions de l'exécutif. Je les ai exprimées en plénière. Il y a eu un vote qui n'a pas été tranché finalement. Mais on voit bien que les lignes de démarcation ont été modifiées à ce niveau-là. Mais chacun assume. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre vraiment une Martinique plus propre, plus saine, à tous les niveaux. Et c'est ça mon curseur. Ce n'est pas la reconnaissance à un homme quel qu'il soit. C'est véritablement l'intérêt supérieur de la Martinique. C'est ce que nous avons intégré dans l'ADN de PIA. Avant, justement, Jean-Philippe Nilor, avant qu'on ne parle plus en profondeur de PIA, vous l'avez vu, j'ai été très interpellé tout à l'heure par votre peut-être. Très concrètement, à part Aurélie Nella, qui est première vice-présidente de PIA, ce qui n'est pas anodin en termes de responsabilité, à part elle, combien y a-t-il de membres de la majorité qui sont déjà membres de PIA ou qui vont faire partie, pardon. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pensez vraiment que les téléspectateurs vont croire? Ils vont me croire parce que pas. je ne sais pas. Je sais combien sont proches au niveau du positionnement, au niveau de la réflexion, mais je ne sais pas combien officiellement ont adhéré. Est-ce que ceux qui étaient présents au Robert au parti? Non, peut-être pas tous. Pas tous ceux qui... Vraiment, le peut-être, on va pas y arriver. Il y en a qui sont encore en réflexion. Et puis, je vais vous dire autre chose. Oui. PIA, le périmètre de PIA n'a pas été définitivement arrêté le 3 février au Robert. L'ouverture, c'est notre leitmotiv. L'ouverture continue et dans les semaines, dans les mois à venir, vous verrez que ce mouvement évolutif va encore évoluer pour avoir encore plus de poids, plus de constance et plus de contenance. Et nous, à partir du moment où nous faisons le pari qu'à deux cerveaux, on va plus vite qu'avec un seul.
Ouais. À 3, Pas toujours, hein. À 3, ça va plus vite qu'avec 2, et à 4, ça va plus vite qu'avec 3. Ouais. Donc, l'essentiel, c'est la cohérence par rapport au projet, au contenu de ce qu'on souhaite pour la Martinique et l'adhésion à une démarche. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas terminé, donc il ne faut peut-être pas commencer à comptabiliser trop tôt les forces et les faiblesses. On y reviendra forcément. Avant de céder la parole à Eddy, alors il y a un élément constitutif de PIA, et du nom même de PIA, ce sont les célèbres et historiques couleurs rouge, vert, noir. Est-ce que ce choix de couleurs fait de PIA une formation indépendantiste ou souverainiste? Cette question-là est pernicieuse, permettez-moi de vous le dire, parce que... Mais inévitable. Elle part d'une hypothèse que la revendication d'un drapeau est une revendication indépendantiste. Or, moi, je n'y crois pas du tout. Je ne suis pas sur cette conception-là. Le drapeau, aujourd'hui, correspond à un besoin vital pour un peuple. C'est-à-dire que vous déconnectez ces trois couleurs de toute considération historique, en fait. Indépendantiste. Non, pas historique. Non. Parce que ce sont trois couleurs dont certains historiens disent même qu'elles datent de l'époque de l'insurrection du Sud. Oui. Donc, vous qui aimez les mouvements et les dynamiques, donc de dynamique d'émancipation révolutionnaire, etc. Bien placé. Donc, sans compter les combats... Jean, je vais vous laisser parler. Sans compter les combats de l'Ojam, etc., le travail de Victor Le Sort, etc., le travail de Cabor-Masson, d'Alex Ferdinand, vous déconnectez tout, je vais employer un grand mot, entre guillemets, l'historicité indépendantiste, nationaliste, souverainiste, de ces trois couleurs-là pour en faire quoi, vous disiez? Et je vous redonne la parole. Oui, je déconnecte et je trouve qu'il est sain de déconnecter. Ah bon? Ça ne va pas plaire à beaucoup de... Non, vous savez ça? Mais moi, je vous marchez sur des œufs, là. Ah non, mais vous savez, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude et j'ai la démarche assez légère. L'omelette est déjà faite, en fait. C'est vrai. Je considère qu'il est sain de déconnecter la question de la représentation par des symboles identitaires de la question de l'indépendance. Ce drapeau rouge, vert, noir, il est chargé d'histoire. Et c'est vrai qu'il a été porté pour beaucoup par des indépendantistes. Mais j'ai vu aussi ce drapeau hisser et faire le tour de Fort-de-France au décès d'Aimé Césaire. C'est un événement marquant de l'histoire de la Martinique. Aussi, les couleurs du Parti progressiste martiniquais. Ce n'est pas un parti indépendantiste, particulièrement indépendantiste. Hein. On va dire le jour de l'enterrement d'Aimé Césaire, il n'y avait pas de revendication indépendantiste derrière ça. J'ai vu des jeunes sportifs âgés de 15 à 18 ans. Ouais. Je ne sais même pas comment ils ont pu se procurer ce drapeau-là lors des Jeux des îles. Chaque fois qu'ils gagnaient une compétition, le brandir fièrement. Ça veut dire que les jeunes ont déjà compris. Nous sommes aujourd'hui, et désormais, vous le savez, vous êtes bien placés pour le savoir, dans le monde de l'image. Il y a un manque flagrant en Martinique. Le drapeau 4 serpents, outre le fait qu'il constitue un mépris pour notre histoire, n'a jamais suscité l'adhésion de cœur des Martiniquais. On est d'accord là-dessus. Donc on a un manque. À tel point que le rouge, vert, jaune, oui, a pu séduire, c'est-à-dire les couleurs de l'Afrique ont pu séduire bon nombre de Martiniquais, à tel point que le drapeau corse, parce qu'il représente une tête de nègre, on a l'impression que c'est un rebelle, c'est quelque part un esclave qui se libère. Il fait les beaux jours en Martinique. Beaucoup de Martiniquais se sont appropriés ce drapeau-là. Alors que, précisément, il indique un souvenir qui n'est pas très positif pour les Noirs, d'une manière générale. Donc le rouge, vert, noir, c'est quoi pour vous, finalement? Ce sont les couleurs nationales de la Martinique ou pas? Ce sont les couleurs de la Martinique, les couleurs dont on a besoin au-dessus des partis politiques. De nation martinique. Oui, d'accord. Ce que j'appelle l'emblème national, c'est celui qui est au-dessus des individus, au-dessus des égaux. Et moi, j'ai bien vu les bienfaits d'une enseigne et d'un emblème national, d'un drapeau national. Lorsqu'on est à l'Assemblée nationale en France, quelles que soient les divergences, quelles que soient les divisions, quelles que soient les haines entre les hommes, entre les mouvements, les partis politiques, une fois
que le drapeau français est hissé, tout le monde est au garde à vous. Nous avons besoin, en Martinique, de ces espaces-là où il y a quelque chose au-dessus de nous qu'on respecte par-dessus tout. Parce que sinon, on va pourrir lentement dans une divisionnite chronique aiguë qui ne porte rien au pays. Il est important d'avoir... Alors pour certains mondes, c'est bon Dieu qui en est... Mais entre bon Dieu et nous, il n'y a un pays, c'est PIA, c'est Martinique, c'est c'est trajectoire collective nous. C'est à d'un nous qui a attrapé satisfaction. C'est à d'un nous qui a des Martiniquais qui a réussi, que nous avons senti que nous fiers. C'est lui qui symbole de unité nous, c'est lui qui symbole de appartenance nous à dans un même combat, en même cause, en même destin. Donc c'est hyper important. C'est pourquoi moi je voilà encore une autre divergence avec d'autres de mes amis politiques. Ce n'est pas un gadget. Et d'image, on n'en peut plus là. Un drapeau, ce n'est pas un gadget. C'est pas quelque chose que un seul homme va choisir dans le cadre d'un concours. Vous êtes en train de m'ôter ma question de la bouche. Ça tombe très bien parce que je me disais quelle concomitance fantastique. Mine de rien, est-ce que vous venez de le dire, il y a un concours ou un processus de choix d'un drapeau et d'un hymne par la CTM. Et très clairement, s'ils font un concours pour essayer de trouver un drapeau et un hymne, c'est clairement pour éviter d'avoir le rouge, le vert et le noir au-dessus de la CTM. Non. Ce serait une sacrée surprise pour vous si c'était ça qui apparaissait, non? Mais apparemment, les premières sélections, j'ai pas vu de rouge, le vert. Mais même si c'était ça qui apparaissait au final, ce serait peut-être un moindre mal. Mais la méthode ne permet pas de faire ressortir quelque chose de consensuel et de quelque chose de profond et qui signifie quelque chose pour la Martinique. Donc vous condamnez déjà, le résultat. Par exemple, on ne peut pas comparer un emblème pour la Martinique d'un logo d'une collectivité. Je peux comprendre qu'un logo pour une collectivité fasse l'objet de ce concours-là, de ce type de concours. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas. Mais le drapeau de la Martinique, il existe déjà. C'est à nous de nous approprier de cet emblème, d'en faire autre chose qu'un symbole d'appartenance à un camp politique particulier, même si je fais partie de ce camp politique-là. C'est la meilleure manière de donner du poids aux détracteurs du drapeau. À considérer que c'est le drapeau des indépendantistes, ou pire, comme j'ai entendu, le drapeau de Gare Saint-Malsa. Très bien, on va sortir un peu des symboles. Vous avez des nouvelles de Bruno Azero? Pas récemment, mais on se voit. La dernière fois que vous êtes parlé, c'était quand? C'était peut-être il y a 15 jours à Paris. Très bien. 3 semaines. Il était dans quelle disposition d'esprit? Il était furax, comme disent les jeunes, ou bien il vous disait, vas-y, je vais peut-être venir un jour? Parce qu'a priori, les observateurs disent, tiens, c'est bizarre, on ne s'attendait pas, sauf qu'il nous avait déjà fait des confidences ici, à ce micro. Pour les gens, de manière générale, Monsieur Marcelin Nadeau n'était pas le personnage attendu à vos côtés. Où est donc passé Bruno Nestor Azero? Posez plusieurs questions. Non, une seule en fait. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Paris, et ça s'est très bien passé. Et il m'a dit qu'il serait présent le 3 février. Qui n'était pas là. Ben, je ne sais pas, c'est lui qu'il faudrait... Il a loupé le TCSP. Je ne sais pas. Depuis dimanche, vous n'avez aucun élément d'information. Je sais que la veille, il était encore à Paris. Je ne sais pas, il faut l'interroger, il vous dira. Il n'a pas tenu sa promesse, en fait. Il n'a pas tenu sa promesse. Mais ça vous a fait un petit truc, quand même. Non. Parce que médiatiquement, ça aurait été fort. Ouais. Non, mais c'est pas... On n'est vraiment pas dans cette démarche d'exhiber des prises de guerre. Non, mais attendez, Jean-Philippe, on ne va pas parler de mercato, mais vous avez fait quand même très fort. Vous avez réussi à récupérer l'ancien directeur de cabinet d'Alfred Marie-Jeanne.
Mais c'est pas récupéré. Monsieur Duville, Vincent Ah oui, Duville. Il avait dit qu'il arrêtait, il avait dit c'est qu'il pas- prenait du recul par rapport à la politique. C'est pour ça que je dis récupérer, Oui, c'est par que rapport- vous l'avez pris dans sa retraite et vous l'avez ramené sur l'actualité politique. Parce qu'il a un rôle fort. On a bien compris qu'il aurait auprès de vous un rôle de conseil extrêmement fort. Mais bien évidemment. Comment vous avez fait? J'en profite pour remercier tous ces hommes et toutes ces femmes d'expérience qui sont à nos côtés et qui nous prodiguent des conseils forts de leur expérience et de leurs grandes compétences. Oui, j'en profite. Il y a Vincent Duville, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup Oui, d'autres. on a noté. Il y a beaucoup de sages. Enfin, le camp d'en face doit être Il y a beaucoup bien de sages affaibli en réalité. autour de nous, mais pas seulement en provenance du MIM ou de ce qu'il en reste, mais véritablement de tout. On a même vu les mouvances vu des anciens conseillers de généraux du Martinique. PPM. Oui. Très bien. Comme il- C'est-à-dire, ça ne signifie pas qu'ils ont adhéré. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont adhéré déjà. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un tel engouement pour cette alternative que nous proposons que, honnêtement, je n'ai pas encore fait le point avec ceux qui s'occupent de ça pour connaître précisément la quantité et la qualité des adhérents, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de demandes. On a une seule certitude, c'est que devant les médias, devant les caméras, devant les micros, il n'y avait pas Bruno Azero. Alors, la question Vous que tout le préférez monde... voir ceux qui n'étaient pas là. Non, non, mais je les vous ai caméras, cité... Je vous ai les cité- caméras non, sont non, là pour je- montrer ceux qui étaient là. Non, je vous ai cité ceux qui étaient là. Par contre, évidemment, les questions, on est là pour être les porte-parole, entre guillemets, de temps en temps, des questions du grand public. Oui. Vous vous êtes Mais les affiché... questions du grand public Alors- sont parfois orientées par vous, les médias. Ah non, plus du tout. Ah, mais si Non, pas du on- tout. Alors, mais attendez. vous savez bien, beaucoup vous de savez bien que c'est possible. puissance. Non, non, pas du tout. Vous On ne savez fait bien que que c'est relayer. possible. Si au terme d'un reportage, comme la création, le lancement, la présentation officielle d'un mouvement politique, si les médias, j'ai pas dit que ça a été le cas, que le rôle des médias s'est réduit à ça, mais si les médias mettent en avant les absences plutôt que les présences, mais forcément ça influe sur ceux qui n'étaient pas là. Oui. Donc on n'est pas naïf non Alors- plus, ne soyez pas forcément naïf, vous savez bien que vous avez un impact aussi sur l'opinion Bien publique. sûr, bien sûr. Mais l'opinion publique Mais nous l'opinion, dit... je peux comprendre que l'opinion publique se pose S'interroge objectivement sur certaines la absences, question. justement. Alors je vais vous Alors, dire. dites-nous je vais vous les dire. Dissipez choses. le mystère à zéro. J'ai- s'il vous plaît. mais il y a pas. Donnez-nous des... Enfin, je ne sais pas s'il y a un mystère à zéro. Est-ce que, non, très concrètement, est-ce que vous avez dit que vous avez êtes tout à beaucoup l'heure ironisé. désespérément On est- optimiste. Oui. Est-ce que vous avez un optimisme, non pas désespéré, mais raisonnable, quant à une venue à terme, hein, je ne sais pas quand, un soutien officiel, public, assumé de monsieur A0 aux côtés de PIA? Est-ce que vous avez Oui. cet espoir? Mais bien sûr que je nourris cet espoir. D'accord. Bien sûr que je ne Vous le désespère nourrissez, pas. ah, c'est intéressant. Vous à le ce niveau- nourrissez. à ce niveau-là, je répète, je suis désespérément optimiste. D'accord. On est formaté pour travailler ensemble, C'est-à-dire? pour l'avenir de la Ça veut dire Martinique. quoi, formaté? Après, ça dépend du périmètre. Ça veut dire de quoi, ce travail-là. formaté pour... On se connaît suffisamment, on a Ouais. suffisamment échangé, Bruno Nestor Azero et moi-même, sur les perspectives d'avenir pour la Martinique, pour que je puisse encore avoir de sérieux espoirs D'accord. de travailler avec lui dans une forme de partenariat, avec lui, avec d'autres hein, d'ailleurs, mais dans une forme de partenariat dans l'intérêt de la Martinique. Alors, contrairement à ce que... Voilà, à votre je suis surpris que vous soyez surpris De quoi, On n'est pas les seuls. de quoi on est surpris? de la proximité on n'est pas- idéologique avec Marcelin Nadeau. Ah non, mais Alors on n'a non, pas alors là, exprimé. non. On n'a pas exprimé de parce surprise que à ce plus près niveau-là. l'église, c'est clocher. clocher. Non, mais il Donc, nous a quel- dit, je vous ai précisé qu'à ce micro, Micro, hein. il nous a très clairement dit, je vais caricaturer, mais que sa préférence allait à Jean-Philippe Millard. Il nous l'a dit. Donc, on n'est pas surpris. On est surpris par contre de l'absence, je vais vous le répéter, parce que pendant des années, vous vous êtes montré extrêmement proche, idéologiquement, affectueusement, oui. de votre frère. Il est toujours Il l'est toujours. Bon, très bien. De monsieur Vous savez, Azero. quand les frères, il y a des moments où on ne s'entend pas. Oui, on se oui. dit les choses Et lorsqu'on là, n'est pas est-ce qu'on- d'accord. est-ce qu'on est dans ce Il y a eu ce moment-là moment-là. Est-ce qu'on est dans ce Mais moment-là bien sûr, il y a eu ces moments-là qui ont À été cause de quoi notamment attisés par
certain nombre de personnes qui ont cherché et qui ont œuvré pour instiller un cancan entre Azéro et moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Sur quel sujet? Ben, surtout. Surtout. Ok, ça a l'air d'être clair. Vous savez bien, Surtout, vous savez bien comment autant viser large. les choses se passent. Qu'est-ce qui vous rapproche d'Azéro? La génération? La complémentarité. Expliquez-nous ça, parce oui, que là, politiquement, sur le plan du business, on voit bien, mais la complémentarité, ça veut dire quoi? Bruno Nestor Azéro m'a beaucoup appris lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée nationale par son pragmatisme. On n'a pas la même formation, on n'a pas le même cursus, ni politique, ni professionnel. Et moi, j'étais séduit par son pragmatisme, c'est-à-dire qu'il n'a peur de rien, il ne recule devant rien. Et le mental, à toute épreuve. Et ça c'est une qualité. J'ai beaucoup appris avec lui. Moi qui suis plus dans la remise en cause, de me demander est-ce que j'ai raison, est-ce que en choisissant telle ou telle voie, est-ce qu'on est sûr de soi. Mais lui, il m'a donné cette part d'assurance que j'ai aujourd'hui. Et je l'en remercie. Et vous lui avez donné quoi? Je vais donner peut-être cette touche idéologique de positionnement, de l'intérêt du pays, peut-être aussi cette dimension sociale, cette dimension de la nécessité de ne pas se contenter d'une tutelle. Cette ambition que le peuple martiniquais a en droit de nourrir vers plus de responsabilité, vers plus de respect. Puis peut-être que je lui ai apporté aussi un peu ce poids des symboles. Et aujourd'hui, en tout cas, lorsqu'on fait l'addition de ces compétences, on dirait, de ces profils un peu complémentaires, quelque part, même en l'absence physique de Bruno Nestor Azéro, ça a porté, ça a aidé et ça a contribué à l'émergence de PIA. Alors, ce qu'on s'est dit, si vous voulez le savoir, mais il est président d'un mouvement qui s'appelle MIP. Il n'était pas question, je n'ai pas demandé de nous rejoindre. Là, tout de suite, au sein du mouvement PIA, comme je n'ai jamais demandé de me rejoindre au sein du MIM. Mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Et les choses se font de manière progressive. Ça veut dire, on a commencé sur cette base-là parce que c'était le socle au plan idéologique, au plan de l'analyse le plus solide et le plus symbolique, quelque part. Parce que, à travers ce qu'on a voulu montrer et ce que nous ambitionnons pour la Martinique, quelque part, il a fallu rompre avec une pratique de division au sein de la même famille politique. Et vous voyez bien, on peut considérer qu'il y a quand même une amélioration des relations de travail, de notre capacité à proposer quelque chose d'unitaire à la Martinique, entre Marcelin Nadeau et moi, et d'autres. Et ceux qui ont été nos maîtres à penser politiques, nos formateurs politiques quelque part. On a décidé d'arrêter cette haine-là, que les gens ne comprennent pas. Donc le symbole est fort quelque part, mais le symbole, il doit partir de petit pour grandir. Oui, mais bon. Oui, bonne chance à ce niveau-là. La problématique... Ah non, mais on est déterminé. Mais dans la bonne chance, peut-être que je ressens un petit peu de scepticisme. Non. Mais oui, il faut s'armer de scepticisme. La réalité est ce qu'elle est, quoi. La réalité est ce qu'elle est, mais la réalité aussi, c'est l'intelligence collective. Et si on continue à s'appliquer en Martinique la loi de œil pour œil, dent pour dent, cela va nous amener à terme à être tous aveugles et tous édentés. Donc on n'a pas d'autre choix que de considérer ce qui nous rassemble
et de ne pas rester omnibulé par ce qui nous divise. Et c'est en ce sens-là que cet acte fondateur que nous avons posé le 3 février au Robert est important et il incarne quelque part un espoir. Je ne sais pas si c'est le dernier espoir, mais il n'y en aura pas beaucoup d'autres. On n'aura pas beaucoup d'autres opportunités. Vous êtes en train de nous faire un truc un peu apocalyptique. D'ailleurs, je vous ai trouvé très christique sur ensemble, de se rejoindre, etc. Ce vocabulaire-là qui est très très proche de celui de David Macaire, vous pensez qu'il... Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ça a alerté mais bien sûr. La bienveillance, l'amour, etc. Mais c'est très à la mode. Macron le disait également. Non, mais c'est pas une mode Macron. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, dans le discours de Macron, il y a eu ça aussi, la bienveillance, la tolérance, etc. La sensation d'un prêche, quoi. On ne peut pas simplement se contenter, comme dans tout ces mouvements politiques qui sont directement issus du marxisme et du marxisme-léninisme, de parler de rapport de force exclusivement, d'intérêt, de lutte des classes. Mais tout ça, oui, j'adhère. Oui. Mais s'il n'y a pas de l'amour dans ce qu'on fait, ça n'a pas de signification. Ça n'a pas de sens réel. Est-ce que c'est ça qui marque la rupture avec la politique d'avant ? C'est un des éléments. C'est un des éléments. Si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'aime pas son peuple, si on n'est pas prêt à se sacrifier quelque part pour faire avancer son pays collectivement, si on ne considère pas qu'il faut replacer le curseur entre trajectoires individuelles et trajectoires collectives, mais c'est pas la peine. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Nilor ? Parce que je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler les propos que vous-même avez tenus extrêmement durs, on va dire avant. Des propos qui étaient dans la droite ligne, justement, de l'intolérance. On va dire ça comme ça. Entre guillemets. Mais non, mais peut-être emporté, vous savez. Il doit avoir des exemples. Attendez un peu. J'en ai quelques-uns là, je ne vais pas les citer. Je veux bien entendre ces exemples-là. Attendez. Vous étiez dans, on va dire, ce sont des propos d'estrade, ok ? D'estrade politique, etc. Tout le monde les a tenus. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que vous osiez ce soir nous dire une phrase qui doit plaire à tous les téléspectateurs. C'est fini la haine entre nous, quelles que soient nos idées, quels que soient nos projets. Nous ne devons pas aller plus loin dans l'exclusion, dans l'ostracisme, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'aboutissement d'une position que je crois avoir toujours tenue. Alors peut-être que... Elle n'était pas très visible. Non, mais si elle était très visible. Si vous êtes un observateur attentif. Lorsque je me suis présenté aux élections législatives en 2012, j'ai tenu à marquer cette campagne-là de l'idée que nous pouvions être des adversaires, que nous étions plus objectivement des concurrents, mais qu'il fallait arrêter de se considérer comme des ennemis. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et là, vous parlez de manière globale. Mais, vous ne visiez pas des formations politiques particulières en disant ça. Peut-être que... Vous parliez du paysage politique global, Martinique. Oui, du paysage politique global. En tout cas, moi, dans cette campagne-là et dans les campagnes que j'ai eu à mener, j'ai toujours essayer de faire la part des choses, de ne pas considérer l'autre comme un ennemi, de dire qu'il y a le temps des campagnes, des tréteaux électoraux où certains propos peuvent parfois dépasser les pensées, et puis il y a le temps du travail. Moi, je ne crois pas être de ceux qui entretiennent de mauvaises relations avec mes collègues, quels que soient les bancs de l'Assemblée, et si justement je suis totalement en phase avec ce que j'ai pu faire ou pu dire jusqu'ici, c'est bien parce que même mes collègues, si quelqu'un comme Madame Génie Dully, si un monsieur pour qui j'ai le plus grand respect, comme Monsieur Pierre Petit, ont pris la peine de se déplacer pour venir quelque part soutenir l'initiative et de s'exprimer à la tribune. Et de s'exprimer, c'est bien que je ne suis pas considéré comme un taliban du paysage politique martiniquais, et ça depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, j'ai eu à le payer. Oui, cette ouverture d'esprit dont j'ai toujours fait part, cette forme d'indépendance par rapport à la pensée qui pouvait nous amener, nous inciter à l'affrontement un petit peu irréfléchi. J'ai toujours eu, me semble-t-il, du recul par rapport à ça. Après, je rejette la fermeture, mais je conserve la fermeté.
Ouais. Et c'est pas, ça veut pas dire que tout devient bisounours du jour au lendemain et que on va tous, il suffit de se mettre autour d'une table et que tous les problèmes soient réglés. Il y a moi je fais même l'éloge de la divergence. Mais l'éloge de la divergence doit nous amener collectivement à rejeter la division qui ne sert à rien. Vous avez conscience que la nuance est quand même parfois extrêmement mince, quoi. Elle est mince, mais c'est à nous de bien capter, de bien saisir. Je crois que le peuple martiniquais comprend bien ces propos. Une question, Jean-Philippe Milon. Pourquoi on a le sentiment, singulièrement depuis ces dernières semaines et la création très récente de PIA, que l'étiquette d'indépendantiste vous pose problème? Que vous n'assumez plus on a beaucoup parlé d'identité dans cette émission, que vous n'assumez plus cette identité. Pour reprendre la question lancinante d'Eddie tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, non mais il y a pas, j'ai pas été frappé par la foudre. Non, la manière dont vous posez la question de manière un petit peu suspecte. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis. Vous m'apprêtez beaucoup, vous êtes très suspicieux à notre égard, monsieur Nilor. C'est parce que ça doit être à cause de nos questions. Et vous savez bien que je ne suis pas né de la dernière pluie. C'est vrai. Non, c'est pas un changement radical, brutal. C'est une évolution confrontée à la réalité. Je peux me dire indépendantiste, je peux me dire autonomiste, mais ça change quoi? À part satisfaire mon ego de dire j'ai adopté une posture. Mais enfin, on peut le penser quand même. Si dans mon action, mais bien sûr on a des convictions, mais les convictions se traduisent en actes, en actions concrètes. Et c'est d'où la désaffection quelque part de la politique, ce sont les fissures et ensuite les failles qui se développent entre le discours et l'action politique. Beaucoup d'indépendantistes, par leur pratique, aussi bien dans leur vie quotidienne, mais surtout par leur pratique politique, ont fait beaucoup plus de mal à la perspective d'indépendance que de bien. Vous parlez de quel parti au pluriel là? Enfin, si pluriel il y a, je ne sais pas. Vous parlez de quelle formation indépendantiste? Je préfère ne pas rentrer dans des cancans avec... Sachant que vous avez passé près de 20 ans au MIM. Je dis que lorsque on préconise l'indépendance et que dans sa pratique, on ne rassure pas les citoyens sur les garanties démocratiques, on ne fait pas du bien à l'indépendance. Aujourd'hui, s'il y a une consultation, un référendum pour ou contre l'indépendance, le résultat, on le connaît. Comme on le connaît. Comme en 2010. Non, ce sera pire. Ah ouais, d'accord. Ce sera pire que ça. Pour vous, ce sera un échec sanglant. Parce que entre-temps, le discrédit s'est généralisé. Mais vous êtes comptable de cet échec-là, alors. Parce qu'entre 2010 et 2018-19, enfin, 8-9 ans se sont écoulés, M. Nilan. Oui, et je l'assume. D'accord. Je l'assume. J'ai cru un certain nombre de choses qui ne se sont pas réalisées. Oui, je l'assume. Donc, et un homme politique, c'est pas un omniscient, c'est pas il n'a pas de baguette magique. Par contre, j'assume aussi d'avoir fait jusqu'ici tous mes choix, tous les choix politiques que j'ai pu faire, de les avoir faits en étant convaincu de les faire dans l'intérêt de mon pays. Si je comprends... Et il y a beaucoup, je tiens à le dire, les indépendantistes, les autonomistes, tous ceux qui sont pour une responsabilité martiniquaise, ils ont fait beaucoup de bien à la Martinique. À travers les actions politiques, mais à travers les actions syndicales, associatives, à travers le travail, les activités professionnelles, notamment les enseignants, des chefs d'entreprise, etc. On a fait beaucoup de bien, on a fait avancer un certain nombre de choses. Oui. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de dire « je suis indépendantiste » pour faire avancer le pays. On est de moins en moins crédible. D'ailleurs, je n'ai pas compris. Lors du grand débat national avec les élus des Outre-mer, vous avez entendu le président du MIM dire au président de la République, nous avons fait le choix de rester avec vous. Et ça a un prix. Du coup, je vais réécouter cette séquence. Je vais dire, c'est pas moi qui suis en contradiction avec mes idées. Par contre, l'analyse qu'il faut mener, et c'est une analyse simple, de bon sens, c'est que si on considère
qu'on a diabolisé l'idée d'indépendance. On a diabolisé l'idée d'autonomie. Qui a diabolisé cette idée les assimilationnistes, la droite, etc. Exclusivement le système, l'État, les médias, mais aussi les indépendantistes et les autonomistes eux-mêmes. Aussi, ils ont diabolisé cette idée-là. En quoi faisant ou en ne faisant pas quoi? Désolé pour... En ne menant pas des politiques publiques qui allaient dans le sens de plus de responsabilité martiniquaise, de la stratégie des petits pas pour conforter le peuple dans l'idée que nous sommes capables d'aller plus loin, que nous sommes capables de nous faire confiance. Donc là, vous mettez en cause des gens qui avaient le pouvoir, puisque vous disiez... Mais oui, le pouvoir à différents niveaux. Oui, non, mais des gens qui avaient le pouvoir, donc des gens élus, oui. donc notamment le président du conseil exécutif. Nous avons diabolisé l'idée d'indépendance, c'est un fait aujourd'hui. Les gens ont peur de l'indépendance. Or, dans tous les pays du monde, ce qui fait peur, c'est la dépendance. Parce que la dépendance, lorsqu'on l'envisage à son stade ultime, c'est lorsqu'on devient grabataire. Personne n'a envie de devenir grabataire. Et aucun pays ne peut accepter cette perspective de s'enfoncer petit à petit vers cette perspective de devenir grabataire. Le mal de la Martinique, le problème de la Martinique, le mal-développement, le mal-être, il vient de cette dépendance-là qui est omniprésente. Alors, allons... Elle n'est pas qu'institutionnelle, elle est aussi dans nos têtes. Alors, on va développer ça, parce que ça fait partie, semble-t-il, et là, on en vient au contenu, ça fait partie des fameuses idées nouvelles, en tout cas des perspectives nouvelles, des fondamentaux de votre nouveau mouvement. Les fondamentaux, mais vous reconnaissez que même étant membre du MIM, c'est un discours que je tenais déjà. Tout à fait. Il y a sur la réduction de la dépendance. Alors, pour répondre, avant de passer à ça, pour répondre à votre question, c'est à partir du moment où j'ai constaté que les partis traditionnels n'étaient pas outillés pour répondre aux demandes urgentes de réponse des jeunes Martiniquais qui ne croient plus qu'il puisse exister des perspectives de bien vivre, de bien travailler, de bien s'épanouir au pays. À partir du moment où les trajectoires individuelles ont pris le dessus sur la trajectoire martiniquaise collective, il fait que l'on privilégie des réussites hors du pays. Mais on explique à nos enfants, à nos propres enfants, que ici, si tu veux réussir, si tu veux vivre bien, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de chance. Il faut partir ailleurs et revenir peut-être à la retraite. Nos enfants sont en train de se laisser manger par ce discours-là. Il faut les entendre parler. On est obligé d'adopter une politique, une position d'humilité par rapport à ça. Donc la conséquence, c'est je crée mon nouveau mouvement. C'est pas mon nouveau mouvement. Non, mais vous en êtes à l'initiative. Chaque génération. Vous allez nous faire du fanon. Non, Elle devient hyper utilisée, cette citation, vraiment. Elle est utilisée par la droite, par non, la gauche. allez-y, parce que les petits jeunes qui nous regardent ne la connaissent pas. Faites œuvre de pédagogie. Mais non, n'ironisez pas. Non, j'ironise pas. Vous m'avez quelque part poussé à le dire. Même des gens de droite utilisent cette citation. Mais c'est très bien. Fanon de son vivant, aurait-il pu imaginer aujourd'hui des gens de droite vont commémorer l'abolition de l'esclavage, la révolte mais au contraire, ça fait partie des avancées. Il a bien fallu des pionniers pour faire qu'aujourd'hui, l'ensemble de la société martiniquaise soit traversée par un certain nombre de convictions. Donc on a avancé sur certains points. Je peux ne pas citer Fanon en disant que chaque génération doit s'assumer. Et puis c'est tout. Alors, et moi, ce que je ne veux pas, c'est ne pas pouvoir regarder demain mes enfants et mes petits-enfants lorsqu'ils vont me demander mais qu'est-ce que tu as fait? Quelle initiative? Quand tu as compris que les réponses n'étaient pas à la hauteur, qu'est-ce que tu as fait? Alors là, très clairement, votre réponse, elle est aujourd'hui sue. C'est la création d'un nouveau mouvement politique qui s'inscrit dans un paysage qui est déjà quand même concurrentiellement un peu étoffé. Mais attendez, ne réagissez pas systématiquement. En fait, je vous en supplie. Qu'est-ce qui fait
quelles sont les bases idéologiques, si on peut encore employer le mot idéologie, bien sûr. Et vous y êtes favorable, quelles sont les bases idéologiques de votre mouvement? Où se situe-t-il dans le paysage? Par exemple, est-ce que je peux avoir l'outrecuidance de vous demander si vous êtes à gauche, au centre ou à droite? Je fais le faux naïf. Et quelles sont les idées phares de votre programme politique, s'il y en a un? Je pense qu'on y a déjà partiellement oui, répondu. Tout à fait, mais on aimerait entendre les mots clés. Le mouvement PIA, il a un ancrage social fort. C'est la défense des plus vulnérables. Alors, si vous considérez que ça, c'est une position de gauche, mais c'est une position de gauche. Enfin, c'est rarement conservateur, ça. Oui, enfin, historiquement, dans l'histoire des idées politiques... Dans l'histoire des idées politiques, dans une certaine conception du paysage politique. Alors, c'est vrai qu'on applique le paysage politique français à la Martinique, ce qui fait que ça nous permet d'avoir des repères. Les indépendantistes ont été classés à l'extrême gauche. Oui. Mais je ne sais pas si tous les indépendantistes sont d'extrême gauche. Enfin, moi je veux dire, Arlette Laguiller, c'est pas vraiment la même fibre qui nous anime, même s'il y a des points de convergence, des combats que je respecte. Mais bon, forcément, on va dans la caricature lorsqu'on va. Je crois connaître des indépendantistes qui mènent des politiques de droite, qui ont des idées de droite, voilà, et qui s'assument. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est vrai que c'est plus simple d'enfermer les gens dans des catégories, mais je me méfie de cette démarche-là. Oui, en ce sens-là, de la défense de ceux qui n'ont pas les moyens, des personnes les plus démunies, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Oui, là, nous avons clairement un positionnement, on va dire, dans les mouvements politiques socialisants. Ok. Plutôt progressiste que conservateur. C'est pas un piège. En tout cas, non, mais le progressisme, même le mot connoté est connoté, mais oui, progressiste dans ce sens. Non, je vous pose la question parce que vous avez énervé quelqu'un durablement. Oui, il s'agit de Yann Monplaisir. Alors, pour la petite histoire, il dit que vous lui avez volé une partie de son nom en prenant PIA. Mais bon, ça, à mon avis, c'est une plaisanterie. Mais surtout, il considère que vous n'avez pas du tout l'intention de reproduire une éventuelle alliance et que vous êtes un nouvel obstacle sur sa route vers le pouvoir. Est-ce que vous l'imaginez comme ça? Ou, au contraire, vous dites, mais Yann, pas de souci, mais la porte est ouverte à PIA? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Nous ne sommes pas omnibulés par l'électoralisme. On doit y aller. C'est un passage obligé, mais pas à tout prix, pas à n'importe quel prix. Donc la nuit des longs couteaux de décembre, il y aura, ça risque pas de se reproduire avec vous, hein, apparemment. Non, ça risque pas de se reproduire dans ces conditions-là. Surtout que vous n'étiez pas trop d'accord, apparemment. Mais c'est... Dites-nous la vérité sur ce moment historique, Jean-Philippe Nilan. Non, mais attendez, je vous réponds à une question. Non, parce que vous souriez. Non, les choses doivent être faites en amont. D'accord, pas la nuit, pas à 3 heures du matin. J'aime pas les mariages à la veille de la date. Les fiançailles à la veille du mariage. Les fiançailles à la veille. Ce qui est impressionnant, c'est que quand on compte le nombre de gens qui étaient contre, on se dit. Non, j'ai assumé ce choix-là. J'ai assumé cette obligation-là parce que il y a des choses qui n'avaient pas été faites auparavant. D'accord. Moi, j'avais émis avec insistance, avec entêtement, le souhait d'un rapprochement plus cohérent avec des forces dites de gauche. Oui. Ça n'a pas été retenu. G20? Mais non, ce qu'on appelle G20. Dont Marcelin-Nadeau à l'époque. Oui, on peut dire ça. Oui, dont Marcelin-Nadeau. etc. Oui, ceci dit, Marcelin-Nadeau a refusé au deuxième tour de vous rejoindre. De nous rejoindre. Moi, j'ai essayé la majorité de nos peuples-là qui a refusé. Enfin, on va pas personnaliser le refus, quoi.
Ouais. Non, sauf si vous avez un scoop à nous donner. Mais... On est non, je me trompe, monsieur Naïf. La majorité. Ok, c'est pas l'air convaincu. C'est très juste. C'est très juste. Donc vous dites, moi j'assume, j'étais pas d'accord, mais bon, il a fallu le faire. On l'a fait. Mais vous prévenez. C'était pas l'idéal. En tout cas, c'est pas une méthode que je souhaite généraliser. Non, les choses doivent se faire clairement ce soir, dans la transparence, bien en amont. Ouais, vous prévenez très clairement vos observateurs ou les observateurs que ça ne va pas se reproduire. En tout cas, pas dans les mêmes conditions. Pas dans les mêmes conditions, c'est clair. Et puis, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez me faire parler de Yann Monplaisir? Non, je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Non, pas du tout. On a bien compris que c'était off et que vous n'étiez pas favorable à une fusion-acquisition de Yann Monplaisir qui n'est plus chez les Républicains, semble-t-il. En tout cas, j'ai apprécié leur humour. Déjà, s'appropriant la paternité du terme PIA, c'est très... Vous avez vraiment pris ça pour une plaisanterie? C'est très fort. Et, sincèrement. Parce que c'était quand même un communiqué de presse. Les communiqués de presse qui sont censés être essentiellement des plaisanteries sont assez rares, quand même. Pour l'occasion, pour moi, c'est une grosse plaisanterie. D'accord, ok, vous l'avez reçu comme ça. Et je préfère le considérer ainsi. Par contre, c'est vrai que, pour une fois, ils ont été quelque part des visionnaires. C'est-à-dire? Parce qu'il est pour pas payer en chance. Ok. Oh, bien. Okay. Cette formule va être utilisée jusqu'à plus soif. Avant de vous quitter, parce que je vais malheureusement devoir vous quitter et vous laisser entre les mains expertes de notre ami Mike, j'aimerais quand même vous poser cette question sur le contenu idéologique. Enfin, vous la reposez ou la reformulez. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et le PPM? Parce que quand je lis les mots-clés, les phrases clés des discours, il semblerait qu'il y ait quand même une proximité. Est-ce qu'on peut parler de proximité presque idéologique? Les autonomistes sont les cousins des indépendantistes, on peut le dire comme ça. Donc forcément, il y a peut-être dans les discours des éléments qui vont se ressembler, puisqu'on est pour davantage de foi en nous-mêmes. Puisqu'on est pour, si on parle du PPM, le PPM historique, originel, on est pour la valorisation de l'homme martiniquais. Donc forcément, il y a des orientations qui vont se ressembler, et c'est très bien. Aujourd'hui, puisque nous disons qu'il faut nous concentrer sur les éléments qui nous rassemblent plutôt que sur ceux qui nous divisent. Ça, c'est votre credo, mais très concrètement... donc, il y a peut-être dans les discours des éléments de rapprochement. Oui, effectivement. Mais de manière très concrète. Mais dans la pratique, concrète. Mais dans la pratique des politiques publiques, les critiques qui peuvent être adressées aux indépendantistes peuvent être faites aux autonomistes aussi. Chaque fois qu'on a eu l'occasion, l'opportunité de faire un pas vers, ils ont été les premiers à faire marche arrière. Donc moi, cette incohérence-là, je ne peux pas y adhérer. Vous êtes plutôt contre ou avec? Contre qui? Contre le PPM ou avec le PPM? Vous allez dans quelle direction? Mais moi, le PPM, c'est pas un phare pour moi. Non, mais on vient de faire le même exercice avec Yann Monplaisir. Vous avez dit c'est pas ma tasse de thé. Oui. Le PPM va très certainement nous considérer comme leurs principaux adversaires dorénavant. Vous vous posiez déjà comme l'obstacle à un retour éventuel du PPM au pouvoir? Moi, je ne souhaite pas voir les mêmes personnes menant les mêmes politiques, avec les mêmes dérives, revenir au pouvoir en Martinique. C'est un message clairement en 2021. vers Serge Letchimy. C'est un message. Quand vous dites « j'aimerais pas revoir » ou « je ne veux pas revoir », vous exprimez probablement une opinion partagée par un certain nombre de Martiniquais. J'espère par une majorité. Non, mais au moins ceux, enfin, je ne sais pas si c'est une majorité, mais au moins ceux que vous
que vous souhaitez séduire. Donc, c'est Serge Letchimy. Et Alfred Marie-Jeanne. Ben, ce sont les deux dernières personnes à avoir exercé des responsabilités tant à la défunte région, puis aujourd'hui à la CTM. Non, clairement, il est temps de passer à autre chose. Et je crois que c'est ce que le peuple martiniquais attend. S'enrichir des expériences passées, mais pour construire un avenir. Prendre un envol, arrêter avec cet état d'esprit qui nous condamne, qui nous rend petits quelque part. Arrêter avec ça. Croire en nous-mêmes, en notre capacité à pouvoir construire ensemble. Donc les 20 années passées. Il peut y avoir des idées du PPM, des idées du MIM, des idées du mot des masses. Mais là, vous parlez des gens. Là, vous parlez des gens. Mais les 20 années passées. Non, je ne parle pas des gens, je parle de mouvement. Non, mais vous dites, je ne veux pas voir les mêmes personnes. On est d'accord. Les mêmes personnes avec les mêmes pratiques. Voilà, surtout. mais donc Parce qu'au-delà des personnes, donc si quelqu'un est capable de changer, moi je crois que les c'est hommes, la question que j'allais vous poser. Les hommes sont en mesure peuvent changer. Vous nous dites, un peu comme Sarkozy, vous vous rappelez, vous nous dites, j'ai changé. Très bien. Non, moi j'ai pas dit j'ai changé, j'ai dit j'espère que les hommes seront capables de changer. Nous tous les deux, on vous a posé la question, j'ai évolué, j'ai changé. J'ai évolué, mais c'est pas un changement radical. C'est une maturation qui se fait et au gré de l'évolution de la société aussi. On ne peut pas raisonner en vase clos dans une bulle. Il y a un pays avec des exigences qui évoluent et il faut adapter son discours et il faut adapter son action. Cette qualité et félicitations. Mais je n'ai pas dit j'ai changé. Non, je n'ai pas dit j'ai changé. Cette qualité. On va dire j'ai mûri. Voilà. J'ai grandi. Cette qualité. Je continue de grandir et j'espère pouvoir continuer de grandir. Est-ce qu'elle est exclusive à Jean-Philippe Nino ou alors que vous pouvez penser ou adhérer à l'idée que d'autres peuvent le faire, peuvent évoluer également? Oui, d'autres peuvent évoluer. C'est ce que je leur souhaite. À l'état actuel, mais vous n'êtes pas très optimiste. Non, là, il n'est pas désespérément optimiste. Je dis qu'en l'état actuel des choses, je ne vois aucun signe de changement salutaire qui pourrait faire que ces personnes-là puissent quelque part proposer une alternative intéressante à la Martinique. D'accord. Je ne rejette pas en bloc tout ce qu'ils proposent, mais il y a encore trop d'éléments archaïque. L'idée même de l'homme providentiel. Vous voyez, vous me parlez de Letchimy ou Marie-Jeanne. L'idée même de l'homme providentiel, elle est à bannir. Vous voyez ça dans plusieurs... Vous dénoncez ça avant. Monsieur Nilor, vous dénoncez ça dans plusieurs partis ou un parti en particulier? Non, pour vous, cette culture de l'homme providentiel est présente dans plusieurs partis. Elle est présente dans plusieurs partis, dans la quasi-totalité des partis, mais pas seulement dans les partis, dans les entreprises, dans les associations. Il faut voir comment les gens peuvent s'accrocher à un pouvoir. Donc c'est une remise en cause globale, transversale, d'une manière de considérer les choses, de s'approprier quelque chose comme si c'était une propriété privée. Ça, il faut qu'on s'écarte de ça. C'est du siècle passé. Monsieur et si on veut... Aujourd'hui, on a de l'avance sur un certain nombre de choses, à condition de pouvoir se remettre en cause, de pouvoir se renouveler. Se renouveler, c'est s'entourer aussi d'intelligence, de potentiel, de force vive. Monsieur Nilo, gardez encore, je crois savoir que vous êtes musicien, on va en parler dans un instant. Gardez encore un petit peu de souffle pour qu'on libère entre guillemets notre ami Eddy. Je vous dis au revoir. Qui a appelé dans d'autres espaces médiatiques. Et j'ai été très content de pouvoir échanger avec vous. Donc à très bientôt, vous allez nous faire le plaisir de revenir. Mais bien sûr. Puisque vous avez déjà dit que le PPM va considérer que vous serez le principal obstacle. Et on va y venir tout de suite. Mais c'est pas parce que je serai le principal adversaire, mais je le suis déjà peut-être, mais le principal adversaire du MIM aussi. Ah, vous êtes l'homme à... Je ne vais pas dire à battre, ça va vous déplaire. Non, mais vous savez quelque part une cible politique. Et ça, c'est fort d'un point de vue symbolique. Quelque part, notre émergence risque de rapprocher ceux qui se sont toujours détestés depuis plus de 40 ans en Martinique. Et ça, c'est déjà une victoire. Ça veut dire que les indépendantistes et les autonomistes vont peut-être se réunir sur notre dos. Mais c'est déjà bien parce qu'il était temps qu'ils se réunissent et qu'ils envisagent quelque part des points communs plutôt que de perpétuer cette guerre intestine qui ne s'arrête pas. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui,
C'est un exemple que je prends. Les Coréens du Nord et les Coréens du Sud ont fait un pas les uns vers les autres. Monsieur Nilor, vous pensez vraiment, quand vous dites que vous pensez que les autonomistes et les indépendantistes vont se réunir, vous pensez vraiment que c'est dans un esprit de concorde, de pacification, ou pour des considérations électorales, et je n'ose dire électoralistes? Peut-être Honnêtement, il va sourire déjà un début de réponse. Considérations électoralistes, mais peut-être que, je ne sais pas, si on peut envisager une prochaine... Vous avez vraiment évolué, vous avez prochaine vraiment... nuit des longs couteaux, ce sera entre ces deux mouvements-là pour voir comment barrer la route à PIA. Mais il faudra le pouvoir. Mais sur l'électoralisme, justement, la dimension électoraliste de certaines formations politiques en Martinique et ailleurs, est-ce que, justement, dans cette volonté de présenter PIA comme un parti au-dessus, je vous cite de mémoire, au-dessus d'une revendication classique, indépendantiste, souverainiste, etc., comme un mouvement qui prône, entre autres, l'unité, la pacification, etc., est-ce que ce n'est pas pour vous un moyen, et je vais me faire volontairement provocateur, de ratisser justement le plus large possible, étant entendu, et vous l'avez rappelé, que la revendication indépendantiste et l'indépendance continuent de faire peur, je le crois, et vous le croyez aussi, à une majorité de Martiniquais. Est-ce qu'il n'y a pas un élément d'ordre stratégique aussi chez les dirigeants et les membres de PIA? Non. Le racolage, ce n'est pas notre affaire. J'ai parlé de ratissage, pas de racolage. Le ratissage, ce n'est pas notre affaire. L'ouverture, oui. L'ouverture sur des bases, sur un projet, sur un socle de valeurs, sur une manière de fonctionner, sur des propositions, sur des politiques publiques à mener. Cette ouverture-là, il vaut mieux solliciter l'adhésion du plus grand nombre, du plus large, plutôt que de rester confiné dans une étroitesse. Donc, ça ne fait pas de nous... Vous venez de citer Césaire, vous en avez conscience, de manière presque... pas totalement textuelle, mais vous avez cité Césaire, le plus large contre le plus étroit. Oui, voilà. Et ça part d'un bon sens. On ne peut pas nous reprocher de privilégier le plus large. Mais le plus large, c'est pas le n'importe quoi. C'est pas le manger cochon. C'est pas des choses qui partent dans tous les sens. Il y a une cohérence, il y a un socle de base, un socle de valeurs qui est de tout mettre en œuvre pour œuvrer, pour se soigner, pour soigner la Martinique de la dépendance. Voilà, on va en dire un mot avant la conclusion. À partir du moment, et moi j'ai des retours très intéressants sur ça, nous avons des gens de différentes origines, de différentes appartenances politiques qui nous disent ça nous intéresse, expliquez, on va travailler ensemble, qu'est-ce que vous pensez de telle thématique, comment mener des politiques sociales qui vont dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous envisagez comme politique économique qui vont dans ce sens-là? Parce que, là encore, la faillite, quelque part, des mouvements progressistes pour mettre tout le monde c'est bien d'avoir abandonné l'action économique à la droite, le plus souvent. Pourquoi? Parce que vous parlez nous sommes fâchés. De choix récents ou de choix historiques? Des choix historiques, quelque part. Okay. À partir du moment où on a exercé le pouvoir dans des configurations de rassemblement, on a laissé à la droite, comme si on n'était pas capable de proposer quelque part des idées novatrices et des idées qui portent vraiment les gènes d'un rayonnement martiniquais en matière économique. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, les mouvements dits de gauche ont été fâchés avec l'idée même d'entreprise individuelle. Mais il faut qu'on dépasse, ces clivages-là. Jean-Philippe Nilor, est-ce que très concrètement, vous avez déploré, ou peut-être vous continuez de déplorer le fait, justement, qu'il y ait une sorte de délégation de la responsabilité économique à la CTM, majoritairement, pour ne pas dire essentiellement, aux élus de PIA en chance? Mais c'est ce que je dis. D'accord. C'est ce que je dis clairement, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Ça s'inscrit presque dans une tradition de la gauche au pouvoir, encore en Martinique. La gauche au pouvoir en Martinique a toujours délaissé, n'a pas osé poser le problème. Est-ce que c'est être libéral que de dire il faut favoriser l'émergence d'une classe de chefs d'entreprise martiniquais à la tête d'entreprises martiniquaises, mais qui rayonnent aussi bien dans le pays qu'à l'export. Mais c'est une nécessité vitale aujourd'hui. Donc, voilà l'exemple du renouvellement nécessaire d'un discours. Parce que le discours qui est
au nez qui est posé aujourd'hui, il correspond à une réalité. Il est pertinent par rapport à une réalité du siècle dernier. Donc les choses évoluant. Aujourd'hui, on sait bien qu'est-ce qui fait rentrer des devises? C'est l'activité économique. Même lorsqu'il s'agit d'activités sportives, d'activités culturelles, d'activités intellectuelles, c'est par le prisme de leur concrétisation économique qu'on peut faire rentrer des devises en Martinique. Est-ce que la Martinique a besoin de devises? Est-ce qu'on peut se contenter de ce que la France va daigner nous donner dans les années, les décennies à venir? Non, on ne peut plus. Donc il faut qu'on réfléchisse de manière très humble sur tout ce qui peut être des pépites, des niches à fort potentiel pour notre pays. Justement, sur ce volet, vous l'avez répété singulièrement depuis le lancement de PIA et notamment dans cette émission, si vous deviez développer dans les grandes lignes, bien sûr, une mesure, une idée, une initiative en vue justement de réduire cette fameuse dépendance que vous évoquez, que vous avez développée et évoquée dans cette émission, quelle serait-elle? Est-ce que ça passerait par le... Puisqu'évidemment, on le sait, vous êtes député. Est-ce que ça passerait, par exemple, par le canal parlementaire, législatif, par quel canal, quelle mesure est déjà dans les tuyaux au niveau de PIA pour réduire ou en tout cas essayer de réduire cette dépendance? Il n'y a pas de mesure emblématique. D'accord. C'est un ensemble de politiques publiques cohérentes. Je peux prendre des exemples, on peut aller rapidement, mais... il faut faire dans le développement économique, dans la création d'entreprises. Je préfère rester sur cet exemple-là, puisque justement, comme un challenge, on peut parler de développement économique, on peut parler de développement agricole, on peut parler de développement d'activités touristiques dans notre pays, sans gêne. C'est pas parce qu'on a une orientation politique dite de gauche qu'on doit être gêné. Mais c'est le cas déjà, Jean-Philippe Delors. C'est le cas. On le fait. Là, on le fait. À la CTM, il y a des commissions sectorielles, il y a des initiatives qui sont déclinées. Il y a le salon des entrepreneurs qui vient de s'achever là il y a quelques jours. Il y a quand même des politiques publiques et des initiatives dans les différents secteurs que vous avez évoqués qui sont déclinées depuis 2015. Enfin 2016 en l'occurrence. Ces politiques publiques-là, aujourd'hui, ne sont pas en mesure de changer la donne. Mais qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Parce que, je vous prends un exemple simple. En matière d'aliments pour bétail, on a un sujet. Nous avons une entreprise en Martinique, MNA, dans la difficulté, qui produit des aliments pour bétail. Aujourd'hui, le risque n'a jamais été aussi fort de voir cette entreprise martiniquaise disparaître avec l'arrivée de multinationales favorisées par des coopératives martiniquaises. Et ces multinationales qui vont livrer un produit tout fait en Martinique proposent des prix qui sont supérieurs à ceux qui sont proposés aujourd'hui par Martinique Nutrition Animale. Et comment lutter contre ce que vous décrivez à l'instant? Plus de 100 € de différence la tonne. Et pourtant, on est en train, aujourd'hui, au-delà des gesticulations, des cancans des uns et des autres, d'assister à ça, c'est-à-dire un renforcement d'une dépendance alimentaire. Un renforcement des difficultés des entreprises martiniquaises, parce qu'on a une entreprise martiniquaise qui, au total, emploie 80 équivalents temps plein. Mais sur cette situation-là, Jean-Philippe Delors, qu'est-ce que vous, PIA, vous proposez concrètement pour lutter contre ce que vous avez décrit là? Mais ce qu'on doit proposer, c'est que jamais, et c'est là que le canal parlementaire est important, le canal de la collectivité territoriale est important, le canal de l'information, de la mobilisation des citoyens est aussi un canal important. Il faut que jamais cela ne puisse se produire.
Donc vous, en tant que Avec député, les vous êtes aides, parce déjà que positionné contre ce que vous avez je décrit. suis déjà positionné délibérément contre ça, surtout que ces entreprises, notamment une entreprise qui s'appelle Sud-Ouest Aliments, qui est une succursale d'une plus grosse entreprise multinationale française qui s'appelle Maïsado. Ces entreprises produisent 800 000 tonnes d'aliments, alors que notre entreprise martiniquaise, MNA, produit 35 000 tonnes. Vous voyez bien qu'on ne se bat pas là à armes égales. Ouais. Mais qu'a prévu de faire le député Nilor, justement? Le député Nilor va intervenir afin de faire en sorte qu'un certain nombre d'aides ne soient jamais accordées à des entreprises multinationales qui viennent pour détruire le faible tissu économique que nous avons en Martinique. Il faut deux choses. Il y a ce qu'on appelle le RSA, qui est une aide spécifique pour l'approvisionnement qui est souhaitée par ces multinationales. Il ne faut pas que ces multinationales puissent accéder à ce type d'aide-là. Donc c'est le discours qu'on doit mener. Mais conjointement... Que vous allez porter à l'Assemblée nationale. Que je vais porter, mais j'espère que les autres m'accompagneront. Est-ce que le canal de la CTM est activé concernant ce dossier-là? Le canal de la CTM doit être activé. À votre connaissance, il ne l'est pas encore. Mais il le sera. En tout cas, il le sera par les moyens dont je peux disposer. C'est pourquoi je n'ai aucune difficulté à rester au sein de cette Assemblée de Martinique pour faire ce travail-là pédagogique, pour expliquer, pour adopter des positions, pour faire que les élus et le peuple martiniquais comprennent que dans cette aggravation de la dépendance qui nous est proposée là concrètement, on a tout à perdre. On a tout à perdre. Et des situations, c'est vrai qu'il y a des Martiniquais. Je parlais d'un syndicat, d'une coopérative martiniquaise qui a pignon sur rue. C'est vrai qu'il y a des Martiniquais qui accompagnent ce mouvement-là. Et c'est pourquoi je dis, ça c'est nouveau. Tout ce qui nous arrive en Martinique n'est pas du fait du français, ou du colonialisme. Ou du président en place. Du président en place. À telle ou telle époque. Non, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est un discours qui est caricatural. Moi, je refuse toute caricature. Dans ce qui nous arrive de positif comme de négatif, mais en l'occurrence, en ce qui nous arrive de négatif, il y a une grande part de notre propre responsabilité. Et c'est pourquoi, si on doit citer Pierre Aliker, qui dit que les Martiniquais sont les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, oui, mais les Martiniquais sont aussi parfois, malheureusement, les meilleurs fossoyeurs des affaires martiniquaises aussi. Mais et c'est ça, être responsable. Ce triste constat, Jean-Philippe Nilor, vous l'avez fait depuis quand? Il n'est pas récent. Il n'est pas récent, mais il est conforté par ce qu'on voit, des comportements pratiquement de chefs de guerre qui pratiquent la guerre des chefs et qui ne font pas véritablement avancer le pays. Oui, il est conforté. Alors, on se dirige progressivement vers la fin de cette émission, mais avant la fin de l'émission et la séquence culturelle... Pour répondre véritablement, rapidement, donner une mesure emblématique, c'est de considérer, par exemple, qu'en matière d'emploi, à compétence suffisante, dès qu'il y a un emploi sur le sol martiniquais, dès qu'il y a un Martiniquais qui a la compétence suffisante, le profil suffisant pour occuper cet emploi, qu'il y ait une priorité martiniquaise à l'embauche. Mais ça, c'est une mesure emblématique. Jean-Philippe Nilor, vu que cette mesure de mémoire, corrigez-moi si je dis une bêtise ou une approximation, vu que cette mesure faisait partie, je crois, en tout cas relevait du 74, possiblement du 74, et que vous avez rappelé la défaite et l'échec cinglant du 74, ça, j'ai envie de vous dire, votre pessimisme quant à la sensibilisation, la sensibilité vers plus de responsabilités, en tout cas pour le moment, j'ai envie de vous dire que ça, on n'est peut-être pas prêt. On n'est peut-être pas prêt d'y arriver. On est prêt. Et on va y arriver dans le statut actuel. On va y arriver. Très bien. Alors, Monsieur Nilor, avant qu'on
qu'on fasse une petite respiration culturelle avant la clôture de cette émission. Juste quelques mots très rapides sur une autre actualité qui a fait le buzz et de manière à l'échelle hexagonale et aussi dans les Outre-mer. C'est évidemment cette rencontre dans le cadre du grand débat, etc., national porté par le président Macron. C'est cette séquence avec des élus de l'Outre-mer reçus par le président Macron. Je suppose que même en pointillé, vous avez suivi cette... je ne sais pas si vous y étiez, mais en tout cas, vous avez suivi cette longue séance de... Je ne sais pas comment la qualifier d'ailleurs, de doléances, de monologues, etc. Vous, dans les grandes lignes, comment vous avez... Alors, je ne vais pas vous demander de distribuer des petites notes. Ah non, je me permettrai pas. Mais vous, comment vous avez à la fois ressenti l'attitude générale du président Macron par rapport aux doléances, aux revendications, aux réalités exposées par nos élus de Martinique? Et globalement, comment avez-vous trouvé, pour ceux que vous avez suivis, en tout cas entendus, nos élus martiniquais dans leur positionnement et leur prise de position? Votre sourire m'intrigue, M. Nilor. Pourquoi vous souriez? Mais j'aime bien sourire. C'est vrai. Je suis bien. Ça va, vous êtes en forme. Oui, c'est normal. Alors, dites-moi. Déjà, je n'y étais pas, parce que 2 jours après, il y avait le lancement du mouvement, donc il fallait que je sois en Martinique pour préparer cet événement. J'étais fier de certaines interventions. Vous savez que si vous me dites ça, je ne peux pas résister à l'envie, et je vous le demande de qui, par exemple? Non. Le mot fier est suffisamment fort pour que je puisse... Alors, par exemple... J'ai aimé les interventions qui ont dénoncé le scandale du chlordécone, par exemple. OK. Dont celle de M. Azero, de M. Lurel... Entre autres, d'accord. J'étais un petit peu attristé par certaines autres interventions. En quoi? Je sais que vous n'allez pas me donner de nom, donc je vous dis en quoi. En ce qu'elle portait sur des dossiers trop localisés, trop locaux, pour porter un véritable message au président de la République. C'est-à-dire, je veux bien que dans ces conditions, à ces moments-là, on profite pour remettre au président de la République des dossiers. Et ça a été largement fait, quoi. Mais ça peut être fait autrement. C'est-à-dire, on propose une intervention globale. On peut prendre des exemples pour illustrer les blocages, les difficultés, mais faire une intervention fermée sur le dossier de ma commune, de mon quartier, de ma rue, du pont, etc. Je trouve que c'est pas... c'est du micro-localisme. Et ça doit davantage se faire avec les services des collaborateurs, du président, du ministre, etc., que ça porte peu en discours, et ça ne valorise pas le sens d'une démarche Si vous aviez été présent à Paris ce jour-là, quel sujet ou quelle thématique vous auriez développé, exposé ou peut-être réclamé, je ne sais pas, des explications, des comptes au président Macron? J'aurais eu le choix, vraiment. J'aurais eu le choix. Okay. Entre des incohérences, des mesures et des cadres législatifs ou réglementaires ou des pratiques qui ne permettent pas de débloquer notre économie, entre les questions qu'on peut se poser sur l'éducation de nos jeunes, entre les mesures qui sont proposées pour essayer de mettre fin à la violence dans nos territoires, entre les incohérences de dispositifs en matière d'économie, d'énergie ou de valorisation énergétique et environnementale, on aurait vraiment le choix. Mais c'est-à-dire, moi, je préfère poser une problématique, choisir une problématique, la poser dans toute sa largeur, mais ne pas cantonner le sujet à mon petit dossier de ma commune.
ou de ma circonscription, je trouve que ce n'est pas porteur et ça ne nous grandit pas à ces moments-là. Surtout qu'on l'a bien vu. Il y a une forme de paternalisme qui m'est tout à fait insupportable. Parler du président Macron, là. Parler du président Macron, mais d'une manière générale, de toutes les autorités les françaises, au-delà des individus. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de se disputer devant eux que quelque part personne n'a du crédit à leurs yeux. Et c'est ça qu'il faut dépasser. C'est pas que le plus important pour nous, c'est d'avoir du crédit à leurs yeux. Le plus important pour nous, c'est de commencer par avoir du crédit à nos yeux même. Très bien. Ce type de réunion-là, me plaît. semble-t-il, devrait être préparé par tous les acteurs en Martinique, se répartir la tâche, les interventions, les thématiques, l'orientation. Oui. Et puis, voilà, on parle à la limite d'une seule voix. Et peu importe celui qui parle. Moi, j'ai l'impression que, comme souvent, entre nous, on est presque dans la concurrence de celui qui va faire la plus belle intervention. Ramener la couverture, vous avez eu cette sensation par moment. J'ai eu cette sensation. Très bien. Et c'est un peu dommage, parce que dans tout ce magma d'intervention, je ne sais pas si le président de la République a bien perçu les priorités pour notre territoire. PIA, c'est parti pour durer? Ah, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Et nous nous inscrivons vraiment dans la durée. Et la meilleure manière de durer, c'est pas de vivre longtemps, c'est de pouvoir transmettre à chacun. Et vous avez bien vu que la formation politique, c'est une priorité pour nous. Et je dirais, là aussi, c'est une forme de rupture. Ouais. Savoir former pour transmettre. Et plus on forme en quantité, plus on aura des résultats en qualité. Et quelque part, pour moi, pour un homme politique, pour une femme politique, même pour un parti politique, la qualité de l'action elle se juge à la qualité de la relève. Très bien. Donc, alors, nous faisons le pari que la Martinique compte vraiment beaucoup de potentiel à ce niveau-là aussi, en termes de perspective de relève politique. Et ceux qui nous feront le plaisir de venir travailler avec nous, ceux qui nous feront confiance pour venir participer à cet enrichissement mutuel pour la Martinique, ils seront de bons porte-parole demain pour le pays, même si moi je ne suis plus là. Ok, très bien. Alors on va passer avant la conclusion de l'émission, à la pause ou à la respiration culturelle de Politiquement Incorrect. Alors on va commencer par un ouvrage d'une jeune Martiniquaise que vous connaissez peut-être, d'une jeune et brillante Martiniquaise, qui s'appelle Siliane Larcher, qui est philosophe et qui est politiste, c'est-à-dire spécialisée de sciences politiques, et qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle L'autre citoyen, qui est sorti il y a déjà quelques années, mais qui est un ouvrage absolument passionnant et qui lève le voile sur une réalité peut-être pas inconnue, mais en tout cas méconnue, qui est celle du sort qui a été fait aux esclaves qui avaient été libérés, et sur leur longue et difficile, pour ne pas dire scandaleuse, accession à une citoyenneté française pleine et entière. C'est vraiment un ouvrage à la fois historique, anthropologique, vraiment très très intéressant, et qui illustre à merveille, même si de façon douloureuse et scandaleuse, voilà, ce côté, ce deux poids deux mesures et cette espèce de régime d'exception qui est fait à nos citoyens et dans l'histoire que nous connaissons en Martinique, aux Antilles et ailleurs. Donc vraiment un ouvrage de grande qualité de Siliane Larcher. Qui a de qui tenir. Qui a de qui tenir. Je crois que vous connaissez sa maman. Alors là sur la séquence musicale, Monsieur Nil, je crois que vous êtes un ancien. Je vois votre réaction enthousiaste. Je crois que vous jouez toujours de la basse. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Malheureusement. Alors vous connaissez forcément le grand artiste, le grand musicien Marcus Miller, qui est sans doute un
un des bassistes contemporains les plus importants, je pense, même pas de sa génération, mais des 30 dernières années. La liste serait incroyablement longue, mais il a travaillé il continue de travailler avec les plus grands musiciens de cette planète. Alors, on a la chance en Martinique de trouver pas mal d'albums de Marcus Miller dans les bonnes pharmacies, comme on dit, mais c'est vraiment un musicien qui a un spectre très très large, quoi, qui n'est pas uniquement cantonné entre guillemets au jazz, mais qui explore vraiment toutes les facettes de la musique dite noire et des musiques en général. Vraiment un grand artiste, un grand musicien parce qu'il a d'autres combats aussi, un grand et un bel humaniste. C'est quelqu'un de très humble et je dois dire que j'ai eu l'occasion de voir, mais vraiment de trouver. Il est déjà venu jouer en Martinique. Oui, j'ai vu Marcus Miller en Martinique, ailleurs aussi. Mais un bassiste martiniquais, je profite pour le saluer, qui s'appelle Hervé Martini, donnant un cours de basse zouk à Marcus Miller. Oui, absolument. Le document est visible sur le net. Est vraiment très. Il faut taper Marcus Miller et Hervé Martini. Et là, c'est-à-dire que Hervé Martini, certainement, il a une grande admiration pour Marcus Miller, qui a une pointure mondiale, mais sa démarche est importante. C'est-à-dire qu'il a sa musique et il a quelque chose à porter. Ouais. D'ailleurs, Marcus Miller avait du mal à comprendre, à capter. Et puis une fois qu'il a capté, voilà, le talent fait le reste. Le talent et puis quelque part la culture commune, absolument, parce qu'il est originaire de la Caraïbe. Bien sûr. Mais voilà, on ne doit pas avoir honte de ce qu'on est. Et les autres ne sont pas supérieurs à nous forcément. Et quelque part, c'est lorsqu'on n'est pas une photocopie qu'on a de la valeur. Une photocopie n'a jamais la valeur d'un original. Lorsqu'on connaît sa culture, on maîtrise sa culture, on a quelque chose à porter au monde. Et à travers ce document-là, c'est ce que j'ai vu. Quelque part, c'est un espoir. C'est-à-dire, nous, on ne doit pas considérer que notre musique est moins importante, moins impressionnante, moins noble, moins élaborée, que les autres musiques. Absolument. Et ça, c'est important, de ne pas perdre ça. Ne pas perdre l'idée que nous avons quelque chose à porter. Et ce n'est pas en copiant systématiquement ce qui se fait ailleurs et en demandant à nos enfants d'adopter la même posture, la même attitude, de perdre la part de martinicanité qu'il y a en eux, en définitive, qu'on va les aider. Au contraire, on va faire des clones. Des clones et puis quelque part avec des gens avec des problèmes psychologiques à la fin. Absolument. Parce qu'il vaut mieux s'assumer, s'aimer, se valoriser pour aimer les autres et puis pour porter quelque chose au monde en Très réalité. Bien. Jean-Philippe Miller, merci d'avoir participé à cette émission. Ça a été un grand plaisir. C'était une première, sans doute pas une dernière. Certainement pas. D'accord, même si vous faites rare dans les médias et vous sélectionnez vos apparitions et vos communications médiatiques. Mais aussi, voilà, c'est encore une rupture. Dans le mouvement PIA, nous avons déjà désigné un certain nombre de porte-paroles. Et je crois que même si ce ne sont pas des grands noms de la politique martiniquaise, vous gagneriez à les inviter. Vous allez voir la beauté et le talent de cette jeunesse martiniquaise qui est rayonnante. Et vous allez voir aussi qu'un mouvement fort peut se fonder sur la diversité des personnalités. Très bien. C'est le pari que nous faisons. Il n'y a pas d'homme magique, il n'y a pas de grand chef, il n'y a pas d'homme providentiel, mais sur la diversité des personnalités, des compétences et des talents, nous allons relever le défi de l'unité martiniquaise. Merci Jean-Philippe Miller. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus pour votre attention. Et nous vous disons à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle